15 sommités médicales de l'hôpital Saint-Augustin s'étaient avouées vaincues. Le destin du magnate de la technologie, Guillaume Delacroix, semblait scellé. C'est alors que Léo, le fils de 14 ans de la femme de ménage, un esprit médical d'une perspicacité rare, discerna ce qui avait échappé à tous. Une autre dose de morphine. Immédiatement s'écria le docteur Dubois, tandis que les moniteurs de la suite privée retentissaient d'alarmes stridentes. Le milliardaire Guillaume Delacroix était à l'agonie, et les plus grands spécialistes du pays naviguaient à vue, perdus dans un océan d'incertitude. Devant la porte capitonnée de la chambre luxueuse, Léo s'activait dans le couloir, ses gestes mécaniques contrastant avec l'attention fiévreuse de ses yeux rivés sur les écrans visibles à travers l'entrebâillement. À 14 ans, l'hôpital lui était plus familier que sa propre demeure. Depuis 3 ans, il accompagnait fidèlement Hélène, sa mère, lors de ses gardes de nuit, depuis qu'elle avait trouvé un emploi de technicienne de surface pour élever seule sa famille. « Léo, arrête de fixer les médecins et viens m'aider ici, » murmura Hélène, tirant doucement son fils par le bras. « Tu sais que nous ne devons pas attirer l'attention. » Mais Léo restait hypnotisé. Durant les 2 semaines d'hospitalisation de Delacroix, il avait observé chaque symptôme, chaque examen, chaque molécule administrée, et quelque chose clochait profondément. Les signes ne concordaient absolument pas avec le diagnostic que les médecins s'entêtaient à maintenir. Le docteur Dubois sortit de la chambre, le visage empourpré par la frustration, suivi de 4 autres experts renommés. « C'est invraisemblable !» grommela-t-il à ses confrères, 15 des meilleurs médecins du pays et nous sommes incapables de stabiliser son état. Les symptômes sont incohérents. Peut-être un syndrome rarissime, suggéra le docteur Leclerc, ajustant sa blouse impeccable. Quelque chose que seuls nos homologues européens auraient pu rencontrer. Léo serra les poings, une irritation grandissante le submergeant. Il cherchait des zèbres là où de simples chevaux galopaient devant leurs yeux. Au fil de ces 3 années d'errance discrète dans les couloirs, il avait dévoré tous les ouvrages médicaux délaissés dans la bibliothèque de l'hôpital, mémorisé chaque manuel de procédure retrouvé dans les poubelles et assisté à des centaines d'opérations à travers les vitres des blocs. Sa mère disait toujours qu'il était différent. Depuis son plus jeune âge, Léo absorbait les encyclopédies médicales avec la même aisance que d'autres enfants maîtrisaient les jeux vidéo. Mais ici, être différent signifiait être invisible. Le fils noir de la femme de ménage n'avait aucune voix au chapitre des discussions médicales. « Maman, » murmura Léo, « je sais ce que Delacroix a. Les médecins le traitent complètement à tort. » Hélène cessa son mouvement de nettoyage et fixa son fils, un mélange de fierté et d'inquiétude peignant son visage. « Léo, mon chéri, tu es brillant, mais ce n'est pas le moment, ni le lieu. Les 5e nerfs crâniens sont compromis. Perte progressive de la coordination motrice. Mais les examens neurologiques y sont normaux, poursuivit Léo, ignorant l'interruption. Ils recherchent une maladie neurologique alors qu'ils devraient enquêter sur une intoxication. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Elle connaissait suffisamment son fils pour distinguer la simple spéculation d'une véritable découverte. Et à cet instant, la certitude dans la voix de Léo l'effraya. Pendant que les médecins se réunissaient en conférence d'urgence au bout du couloir, Léo observa une infirmière administrer une nouvelle dose du médicament qui, selon lui, achevait lentement Delacroix. Son cœur s'emballa. Si cette histoire d'un garçon voyant au-delà des préjugés vous touche, n'oubliez pas de vous abonner car ce que Léo s'apprêtait à dévoiler allait non seulement transformer la vie du milliardaire mourant, mais aussi révéler une vérité si sidérante qu'elle amènerait 15 médecins renommés à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir de la médecine et à sous-estimer le génie capable d'éclore dans les endroits les plus inattendus. La conférence médicale d'urgence se tenait à huis clos, mais Léo connaissait chaque recoin de cet hôpital. Grâce au système de ventilation qu'il nettoyait chaque semaine, il put entendre chaque mot de la discussion qui décidait du sort de Delacroix. « Nous perdons notre temps », déclara le docteur Dubois, frappant du poing sur la table. « Nous avons déjà tout essayé, antiviraux, antibiotiques de dernière génération, même une thérapie expérimentale. Rien ne fonctionne. » Le docteur Leclerc feuilletait désespérément les dossiers. Les examens restent peu concluants. « Nous devrions peut-être envisager un transfert à Johns Hopkins. »« Impossible !» s'écria le docteur Dubois. « 15 des meilleurs spécialistes du pays sont réunis. Ici, si nous échouons, personne n'y parviendra. » Léo secoua la tête, frustré par une arrogance pure et dure. Il tuait Delacroix par ego, refusant d'admettre qu'il s'était peut-être trompé de direction depuis le début.
Tandis que les médecins s'ébattaient dans des théories de plus en plus fantaisistes, Léo retourna dans la chambre de Delacroix. Le milliardaire était manifestement plus mal en point. Tremblement des mains, pupilles dilatées, respiration irrégulière, tous les signes que Léo avait mémorisés 3 ans auparavant lorsqu'un patient aux symptômes similaires avait été admis aux urgences générales. À l'époque, Léo n'avait que 11 ans et commençait tout juste à accompagner sa mère. Un homme d'âge moyen était arrivé avec des symptômes identiques à ceux de Delacroix. Les médecins n'avaient pas non plus réussi à poser un diagnostic. Léo, curieux comme à son habitude, avait passé des nuits entières à lire des articles sur le cas dans les ordinateurs de la bibliothèque médicale. L'homme était décédé, mais l'autopsie avait révélé un empoisonnement au mercure. Léo n'avait jamais oublié les détails, comment les tremblements avaient commencé subtilement, comment la confusion mentale s'était développée progressivement, comment les examens neurologiques conventionnels n'avaient pas permis de détecter la véritable cause. « Léo cesse de rester planté là », murmura Hélène en passant avec son chariot de nettoyage. Les médecins sont déjà assez nerveux, comme ça. Mais Léo ne pouvait s'éloigner. Il observa une infirmière administrer une nouvelle dose de chélateur de fer, le même médicament qui avait été donné à l'homme 3 ans auparavant, totalement inefficace contre l'empoisonnement au mercure. « Maman », murmura Léo, tirant Hélène dans un coin, « ils administrent un chélateur de fer à Delacroix. Mais s'il s'agit d'un empoisonnement au mercure, ils doivent utiliser de la pénicillamine ou du dimercaprol. » Hélène regarda son fils avec ce mélange de fierté et d'inquiétude qu'elle ressentait toujours lorsque Léo démontrait ses connaissances médicales effrayantes. « Chérie, tu en es sûre ?» À 100% répondit Léo, ses yeux brillant d'une intensité qui effrayait toujours les adultes autour de lui. Les symptômes sont identiques à ceux du cas Antoine Bernard de 2020. Chambre 312, tremblement progressif, convulsion, confusion mentale, mais IRM cérébral normal. Mercure organique, probablement du méthylmercure. Sa mère s'arrêta de nettoyer net. Léo n'avait pas seulement mémorisé les symptômes, il se souvenait du nom exact du patient, du numéro de chambre et de l'année. À 14 ans, son fils avait un dossier mental plus précis que les ordinateurs de l'hôpital. « Comment sais-tu tout cela ?» demanda Hélène, même si elle connaissait déjà la réponse. Léo sourit tristement. « Parce que je lis tout, maman. » Chaque dossier perdu, chaque livre médical jeté, chaque revue scientifique oubliée dans la salle d'attente, j'ai appris que si l'on est invisible, on peut absorber des connaissances sans que personne ne s'en aperçoive. À ce moment-là, le docteur Dubois sortit de la salle de conférence, l'air complètement excédé. Léo s'approcha respectueusement, rassemblant tout son courage. « Docteur Dubois » commença-t-il d'une voix ferme, « je sais que je vais vous paraître fou. Mais vous devez vérifier si M. Delacroix souffre d'un empoisonnement au mercure. » Le médecin s'arrêta brusquement comme si un enfant venait de lui donner une gifle. « Pardon ? Les symptômes sont classiques, » poursuivit rapidement Léo avant de perdre contenance. Tremblement progressif, confusion mentale, mais IRM normal. C'est identique au cas de M. Bernard en 2020. « Mon garçon » l'interrompit le docteur Dubois avec un sourire condescendant qui n'atteignait pas ses yeux. « Je sais que tu veux aider, mais la médecine n'est pas un jeu d'enfant. Antoine Bernard est mort d'une pneumonie compliquée. »« Non, monsieur » insista Léo, sentant le sang lui monter à la tête. « Il est mort d'un empoisonnement au mercure. J'ai lu le rapport d'autopsie qui se trouvait dans la poubelle de la salle des médecins. » Le sourire du docteur Dubois disparut instantanément. « Vous fouillez dans les poubelles médicales ? C'est une violation du protocole hospitalier. »« Je ne fouille pas, » répondit calmement Léo. « Je nettoie, et pendant que je nettoie, j'observe. Et pendant que j'observe, j'apprends. » Le docteur Dubois regarda autour de lui et remarqua que d'autres médecins et infirmières s'étaient arrêtés pour assister à la discussion. Un garçon noir de 14 ans, fils de la femme de ménage, remettait publiquement en question son diagnostic. « Sécurité » cria le docteur Dubois. « Je veux que ce garçon et sa mère quittent mon étage immédiatement. » Hélène arriva en courant, le visage rouge de honte et de peur. « Léo, qu'as-tu fait ?»« Il essaie de jouer au docteur, » déclara le docteur Dubois assez fort pour que tout le monde l'entende. « Il remet en question des diagnostics professionnels basés sur des déchets hospitaliers. » Des rires cruels résonnèrent dans le couloir. Léo sentit chaque regard méprisant comme une lame, mais il resta droit.
Il avait appris très tôt que montrer sa faiblesse ne faisait qu'alimenter les prédateurs. Docteur Dubois, dit Léo avec un calme qui surprit même sa mère. Si vous ne faites pas de test de mercure dans les 12 prochaines heures, Guillaume de la Croix va mourir. Et vous devrez expliquer à sa famille pourquoi vous avez ignoré cette possibilité. Le médecin devint violet de rage. Est-ce une menace ? Une observation médicale, répondit Léo, en regardant droit dans les yeux cet homme qui avait 3 fois son âge et 15 fois plus de diplômes, basés sur des preuves que vous avez choisi d'ignorer. Le gardien arriva prêt à escorter Léo et Hélène dehors. Mais avant qu'il ne puisse être expulsé, une alarme stridente retentit dans le couloir. Delacroix était pris de convulsions. Alors que les médecins couraient désespérément pour stabiliser le milliardaire mourant, Léo murmura à sa mère 12 heures « Maman ». S'ils ne font pas de test de mercure dans les 12 heures, nous devrons prendre des mesures drastiques. Hélène regarda son fils, voyant dans ses jeunes yeux une détermination qui l'effrayait et l'inspirait à la fois. Léo n'était pas seulement un garçon brillant, c'était un jeune homme qui avait appris à voir à travers l'invisibilité sociale, à absorber les connaissances dans les espaces que la société réservait aux personnes comme eux. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, Léo était prêt à utiliser ses connaissances d'une manière que personne ne pourrait ignorer. Ce que ces médecins arrogants ne savaient pas, c'est que sous-estimer un génie invisible venait de devenir la plus grande erreur de leur carrière et peut-être la dernière erreur que Delacroix leur permettrait de commettre avec sa vie. 4 heures après la crise de Delacroix, tout l'hôpital vibrait d'une tension palpable. Léo observait à travers la petite fenêtre circulaire de la porte, tandis que 15 médecins se relayaient autour du lit du milliardaire, tous avec des expressions de désespoir mal dissimulées. « Nous le perdons », murmura le docteur Leclerc au docteur Dubois dans le couloir. « Les symptômes s'aggravent de manière exponentielle. Si nous ne découvrons pas la cause dans les prochaines heures, » le docteur Dubois l'interrompit d'un geste brusque. « Je ne veux pas entendre de défaitisme. Nous sommes les meilleurs médecins du pays. Ce n'est pas un gamin gâté des quartiers populaires qui va nous donner des leçons de médecine. » Léo ressentit chaque mot comme une gifle, mais il resta concentré. Il avait appris que la colère sans stratégie n'était qu'un gaspillage d'énergie. Au fil des années passées à accompagner sa mère à l'hôpital, Léo avait développé quelque chose que les médecins, avec leurs diplômes coûteux, n'avaient jamais eu la capacité de devenir complètement invisibles lorsque nécessaire. Pendant que les médecins discutèrent de théories de plus en plus farfelues, Léo glissa dans les couloirs comme une ombre. Son premier arrêt fut la bibliothèque médicale où, au cours des 3 dernières années, il avait mémorisé pratiquement tous les livres de toxicologie disponibles. Mais maintenant, il avait besoin de quelque chose de plus spécifique. « Léo ?» Une voix douce l'interpella alors qu'il feuilletait un manuel sur les urgences toxicologiques. C'était le docteur Sophia Rossi, une interne de 3e année qui avait toujours été aimable avec lui et sa mère. « Que fais-tu ici ? J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident avec le docteur Dubois. » Léo regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient deux seuls. « Docteur Rossi, puis-je vous faire confiance ?» La jeune médecin sembla surprise par la formalité et le sérieux du garçon. « Bien sûr, Léo, que se passe-t-il ? Il Delacroix est en train de mourir d'un empoisonnement au mercure, » dit Léo sans détour. Les symptômes sont identiques à ceux du cas Bernard de 2020, tremblement progressif, confusion mentale, IRM normale. Ils lui administrent un chélateur de fer, mais ils doivent utiliser de la pénicillamine ou du dimercaprol. Le docteur Rossi resta silencieuse un long moment, analysant le visage déterminé du garçon. À 26 ans, elle était assez jeune pour se souvenir de l'époque où elle aussi était sous-estimée par les médecins plus âgés. « Léo, en es-tu absolument certain ? » « À 100%, répondit Léo en ouvrant le livre à la page exacte sur l'intoxication au mercure. « Regardez, les symptômes correspondent à parfaitement, et j'ai une théorie sur la façon dont le mercure pénètre dans son organisme. » La médecin se pencha pour examiner le texte, impressionnée par la précision des connaissances de Léo. « Comment savez-vous tout cela ? J'ai appris en lisant, en observant, en absorbant tout ce que je pouvais, » expliqua Léo. « Quand on est invisible, les gens parlent devant vous comme si vous n'existiez pas. J'ai appris plus de médecine en 3 ans que beaucoup d'internes en plusieurs années d'études. » Le docteur Rossi acquiesça lentement. « Que voulez-vous que je fasse ? J'ai besoin d'accéder au dossier complet de Delacroix des 3 derniers mois, y compris les visiteurs et les articles personnels qu'il utilise régulièrement, » dit Léo, les yeux brillants d'une intensité qui effrayait toujours les adultes
et j'ai besoin que vous m'aidiez à recueillir des preuves sans que le docteur Dubois ne le sache. » Pendant qu'ils discutaient, Léo expliqua sa théorie. Quelqu'un empoisonnait systématiquement Delacroix à travers ses produits personnels. Au cours de ses observations, il avait remarqué que Delacroix utilisait chaque jour le même dentifrice importé, la même lotion après rasage et le même médicament contre les maux de tête. N'importe lequel de ces produits aurait pu être contaminé avec du mercure organique, expliqua Léo. L'absorption serait progressive, provoquant une intoxication lente mais mortelle. Le docteur Rossi le regardait avec une admiration grandissante. « Léo, c'est brillant. Mais si vous avez raison, nous parlons d'une tentative de meurtre. » « Exactement, » confirma Léo. « C'est pourquoi j'ai besoin de preuves solides avant de confronter à nouveau le docteur Dubois. La première fois, il m'a humilié publiquement. La prochaine fois, j'aurai des preuves qu'il ne pourra pas ignorer. » À ce moment-là, une infirmière passa en courant dans le couloir. Urgence, dans la chambre de Delacroix. Il fait une nouvelle crise. Léo et le docteur Rossi se précipitèrent dans la chambre où ils trouvèrent une scène de panique contrôlée. Delacroix avait des convulsions intermittentes, sa peau avait pris une teinte grisâtre et les moniteurs affichaient des signes vitaux dangereusement instables. « Encore 50 mg de diazépam » cria le docteur Dubois et augmentez la dose de chélateur de fer, docteur Dubois, dit le docteur Rossi en s'approchant prudemment. Nous devrions peut-être envisager d'autres possibilités. Les symptômes ne répondent pas au traitement actuel. Docteur Rossi l'interrompit le docteur Dubois d'un regard glacial. « J'espère que vous n'avez pas été influencé par les fantaisies de ce gamin. La médecine n'est pas démocratique. L'expérience compte plus que les théories d'un enfant. » Léo observait depuis l'extérieur de la chambre, les poings serrés de frustration. Chaque minute perdue était une minute de vie en moins pour Delacroix. Alors que les médecins poursuivirent leur traitement inefficace, Léo prit une décision qui allait tout changer. Pendant le changement d'équipe des infirmières, Léo réussit à accéder à la chambre de Delacroix. Avec des mouvements précis et silencieux, il photographia tous les produits personnels du milliardaire avec son téléphone portable, lotion, après rasage, dentifrice, médicaments, même le savon importé. Mais c'est en examinant le tube de dentifrice que Léo sentit son cœur s'accélérer. Le produit avait une couleur légèrement différente de la normale, une teinte argentée presque imperceptible. À l'aide d'une petite spatule en plastique trouvée dans la salle de bain, Léo préleva un minuscule échantillon et le conserva dans un petit récipient qu'il avait emprunté au laboratoire. « Que faites-vous » Une voix autoritaire résonna derrière lui. Léo se retourna lentement et vit le docteur Dubois à la porte accompagné de 2 agents de sécurité de l'hôpital. « Je recueille des preuves » répondit calmement Léo. « Des preuves ?» Le docteur Dubois rit avec dédain. « Mon garçon, tu délires ?» Agent de sécurité, faites sortir immédiatement ce mineur de la chambre et appelez sa mère. Je vais discuter avec la direction des mesures disciplinaires à prendre. » Mais avant que les agents de sécurité n'aient pu bouger, le docteur Rossi apparut dans l'embrasure de la porte. « Docteur Dubois, nous devrions peut-être écouter ce que Léo a à dire. Après tout, l'état de Delacroix se détériore rapidement avec le traitement actuel. » Docteur Rossi, le docteur Dubois se tourna vers elle, les yeux enflammés. « Votre carrière dans cet hôpital pourrait être en jeu si vous continuez à soutenir ce cirque. » Léo fit un pas en avant, tenant le petit récipient contenant l'échantillon. « Docteur Dubois, dans 12 heures, Delacroix sera mort si vous continuez le traitement actuel. Mais si vous testez cet échantillon pour détecter la présence de mercure, vous trouverez des concentrations mortelles. C'est ridicule, déclara le docteur Dubois, mais Léo remarqua une hésitation presque imperceptible dans sa voix. « Alors, faites le test », défia Léo en tendant le récipient. « Si je me trompe, je ne remettrai plus jamais en question un diagnostic médical. Mais si j'ai raison, si vous avez raison, quoi ?» demanda le docteur Dubois avec sarcasme. Léo regarda le médecin droit dans les yeux, sa voix empreinte d'une assurance qui fit taire tout le monde dans la pièce. « Si j'ai raison, vous devrez expliquer comment un garçon de 14 ans a sauvé la vie d'un milliardaire alors que 15 spécialistes ont échoué. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par les bips rythmiques des moniteurs de Delacroix. Le docteur Dubois regarda l'échantillon, puis Léo, puis le docteur Rossi qui observait avec un intérêt croissant. « Très bien, » dit finalement le docteur Dubois, sa voix trahissant à parts égales son irritation et sa curiosité. « Nous ferons votre petit test, mais s'il s'avère négatif, je veux que vous et votre mère quittiez cet hôpital définitivement. » Léo sourit pour la première fois depuis des heures, un sourire qui reflétait des années de connaissances accumulées et une confiance qui venait du fait qu'il savait exactement ce que ce test allait révéler.
Je prends le pari, docteur Dubois, mais je vous suggère de préparer une explication pour la presse sur la façon dont l'hôpital a failli perdre le milliardaire le plus célèbre du pays à cause de l'orgueil médical. Alors que le docteur Dubois quittait la chambre avec l'échantillon, visiblement mal à l'aise mais déterminé à effectuer le test, Léo murmura à l'oreille du docteur Rossi. Maintenant, ça devient intéressant, car lorsque ce test sera positif au mercure, nous découvrirons qui essaie de tuer Delacroix, et j'ai déjà mes soupçons. Le docteur Rossi le regarda avec une admiration grandissante. « Léo, comment avez-vous acquis toute cette expertise ?»« Docteur Rossi, » répondit Léo en regardant par la fenêtre tandis que le docteur Dubois discutait animément avec d'autres médecins dans le couloir. « Quand la société vous rend invisible, vous apprenez à voir des choses que les autres ne voient pas. Et ce que j'ai vu au cours des 3 dernières années m'a préparé à ce moment précis. Le test prendrait 2 heures. 2 heures que Léo savait qu'il utiliserait pour préparer la prochaine étape de son plan. Car prouver que Delacroix était empoisonné n'était qu'un début. Découvrir qui était derrière cet empoisonnement et pourquoi serait le véritable test de son génie médical. Alors qu'il observait Delacroix lutter contre les effets du mercure, Léo sentit une détermination froide se cristalliser dans sa poitrine. 15 médecins renommés avaient échoué, non pas par manque de connaissances, mais par manque d'humilité à écouter des points de vue différents. Et maintenant, au cours des 2 prochaines heures, il allait prouver que la sagesse venait parfois des endroits les plus inattendus, et que sous-estimer quelqu'un en raison de son âge, de la couleur de sa peau ou de sa classe sociale pouvait être une erreur fatale. 2h17 plus tard, le docteur Dubois revint dans la chambre de Delacroix avec une expression que Léo n'oublierait jamais. Le test était positif au mercure, à des niveaux mortels, exactement comme le garçon l'avait prédit. Résultat positif pour intoxication au mercure organique, annonça le docteur Dubois à l'équipe médicale réunie, sa voix ressemblant à celle de quelqu'un qui mâcherait du verre. Concentration de 2,4 parties par million dans le dentifrice. Le silence qui s'ensuivit ne fut rompu que par les bips des moniteurs de Delacroix. 15 spécialistes renommés regardaient Léo comme s'ils voyaient un fantôme ou un miracle. Commencez immédiatement le traitement au dimercaprol, dit calmement Léo, s'adressant directement au docteur Dubois. 50 mg par kilo de poids corporel par voie intramusculaire toutes les 4 heures. Le docteur Dubois ouvrit la bouche pour protester puis la referma. Le garçon venait de sauver la vie d'un milliardaire alors que 15 médecins avaient échoué. Protester aurait été admettre publiquement son incompétence. Mais Léo n'avait pas fini. Docteur Dubois, avez-vous vérifié l'accès de Madame Éléonore Delacroix aux effets personnels de Monsieur Delacroix ? C'est le travail de la police, répondit le docteur Dubois sur la défensive. En fait, poursuivit Léo en sortant son téléphone, j'ai déjà identifié le coupable. Tous les regards se tournèrent vers le garçon de 14 ans qui était sur le point de résoudre non seulement un empoisonnement mais aussi une tentative de meurtre. Pendant 3 semaines, j'ai observé les visiteurs de Delacroix, expliqua méthodiquement Léo. Seules 3 personnes avaient régulièrement accès à ses effets personnels, l'infirmière-chef Sophie Dubois, son assistant personnel Marc Dupont et son ex-femme Éléonore Delacroix. Léo montra son téléphone au groupe, mais une seule personne a rendu visite à Delacroix exactement 3 heures avant chaque crise de santé. Il fit défiler les photos. Éléonore Delacroix, et elle apportait toujours des cadeaux spéciaux, notamment du dentifrice biologique importé. Le docteur Dubois fronça les sourcils. « Comment avez-vous obtenu ces informations ? Parce que pendant que vous discutiez de théories impossibles, je documentais des schémas, » répondit Léo. Éléonore Delacroix a rendu visite à Monsieur Delacroix les mardis et jeudis des 3 dernières semaines. Tous les jeudis, elle apportait des produits d'hygiène spéciaux à son ex-mari, affirmant qu'ils étaient biologiques et meilleurs pour sa santé fragile. Le docteur Rossi s'approcha, admirative. « Léo, comment avez-vous fait le lien entre tout cela ? Un divorce milliardaire signifie une bataille pour l'héritage, expliqua simplement Léo. Delacroix vaut 4,2 milliards. S'il venait à mourir de cause naturelle avant de modifier son testament, Éléonore hériterait de 80% de la fortune. À ce moment-là, comme si l'univers orchestrait une justice parfaite, Éléonore Delacroix entra dans la pièce avec un élégant sac de pharmacie. « Guillaume chéri, je t'ai apporté tes produits l'eau préférés, dit-elle doucement, sans remarquer la tension qui régnait dans la pièce. Le dentifrice spécial que tu adores. Madame Delacroix, intervint poliment Léo, pourriez-vous m'expliquer où vous achetez ces produits spéciaux ? Éléonore regarda le garçon avec irritation. Pardon, qui êtes-vous ? Je m'appelle Léo.
et je viens de sauver la vie de votre ex-mari en découvrant que quelqu'un l'empoisonnait systématiquement avec du mercure organique mélangé à ses produits d'hygiène. Le visage d'Éléonore pâlit instantanément, ses mains tremblèrent presque imperceptiblement lorsqu'elle saisit le sac. « C'est absurde, balbutia-t-elle. Je n'ai jamais… » « Madame, vous travaillez comme chimiste industriel depuis 15 ans, poursuivit Léo sans relâche. Vous avez accès au mercure organique par l'intermédiaire de la société pharmaceutique pour laquelle vous êtes consultante. Et par coïncidence, Delacroix a toujours des crises exactement 6 heures après vos visites. » Le docteur Dubois observait la scène avec un mélange d'horreur et d'admiration grandissante. Le garçon ne se contentait pas de résoudre un cas médical, il menait une enquête criminelle en temps réel. C'est ridicule. Éléonore tenta de garder son sang-froid, mais ses mains continuèrent de trembler. « J'aime Guillaume, je ne lui ferai jamais de mal. » Léo sortit d'autres photos sur son téléphone. « Voici madame, hier, en train d'acheter des produits d'hygiène à la pharmacie du centre-ville. Et ici, il montra une autre photo. Madame entrant dans le laboratoire Méridien Chemical lundi où elle travaille comme consultante et a accès à du mercure organique. Comment avez-vous » commença Éléonore, puis elle se tut, réalisant qu'elle s'incriminait. « Parce que j'observe, madame. Quand on est invisible, on apprend à voir des schémas que les autres ignorent, répondit Léo. Et le schéma ici est très clair, une ex-femme ambitieuse, dotée de connaissances en chimie et d'un mobile financier, empoisonnant systématiquement son ex-mari pour hériter de milliards. Le docteur Dubois retrouva enfin sa voix. « Sécurité. Appelez la police immédiatement. » Éléonore laissa tomber le sac, dont le contenu se répandit sur le sol. Son masque d'épouse aimante avait complètement disparu, révélant le désespoir de quelqu'un qui savait qu'il avait été découvert. « Vous ne pouvez rien prouver, » cria-t-elle. « C'est votre parole contre la mienne ?» Léo sourit, le même sourire calme qu'il avait affiché lorsque le docteur Dubois l'avait humilié publiquement. « En fait, madame, j'ai des preuves. » Il montra à nouveau son téléphone. « J'ai tout enregistré, vos visites, vos horaires, vos achats, y compris… » Léo marqua une pause dramatique. « L'enregistrement de vous en train de mélanger quelque chose au dentifrice de Delacroix hier, quand vous pensiez que personne ne vous regardait. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Éléonore Delacroix, la femme qui avait tenté de tuer de sang-froid son ex-mari pour de l'argent, était démasquée par un garçon noir de 14 ans que la société avait formé à être invisible. « Impossible, murmura-t-elle. Il n'y avait personne dans le couloir. »« Je nettoyais la pièce d'à côté, » expliqua Léo, avec la porte entr'ouverte. Un angle parfait pour tout voir et tout enregistrer. Les jambes d'Éléonore se dérobèrent sous elle. Elle s'appuya contre le mur, réalisant que son plan parfait avait été détruit par quelqu'un dont elle n'avait même pas remarqué l'existence. Le docteur Dubois regardait Léo avec une expression mêlant admiration, honte et stupéfaction totale. En moins de 24 heures, ce garçon avait diagnostiqué un empoisonnement que 15 experts avaient manqué, identifié le coupable et recueilli suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation. « Léo, » dit le docteur Dubois doucement, la voix chargée d'émotion, vous n'avez pas seulement sauvé la vie de Delacroix, vous avez résolu une affaire qui aurait pu être le crime parfait. Alors que la police emmenait Éléonore Delacroix menottée et que Delacroix commençait à montrer des signes d'amélioration grâce au traitement approprié, Léo resta dans un coin de la chambre, observant. À 14 ans, il avait prouvé que le génie n'avait ni couleur, ni âge, ni classe sociale. Au centre de cette chambre d'hôpital où régnait auparavant l'arrogance déguisée en expertise médicale, une nouvelle réalité prenait désormais forme, telle une symphonie qui trouve enfin son harmonie après des années de notes dissonantes, prouvant que la véritable sagesse peut s'épanouir dans les endroits les plus inattendus, en particulier lorsque la société tente désespérément de la maintenir invisible. 6 mois plus tard, Léo Beaumont marchait dans les mêmes couloirs de l'hôpital, mais cette fois vêtu d'une blouse blanche brodée à son nom, Léo Beaumont, médecin consultant junior. À 15 ans, il était devenu le plus jeune consultant de l'histoire de l'hôpital, travaillant à temps partiel tout en terminant ses études de médecine accélérée grâce à une bourse d'études complète. Le docteur Dubois, qui l'humiliait auparavant publiquement, le saluait désormais respectueusement dans les couloirs. L'arrogance avait fait place à une humilité forcée. Après tout, expliquer comment un garçon de 14 ans avait sauvé un milliardaire, alors que 15 spécialistes avaient échoué, n'était pas exactement le genre d'histoire qui rehaussait une réputation médicale.
Léo, l'interpella le docteur Dubois un matin visiblement mal à l'aise. Je tenais à vous remercier encore une fois pour nous avoir montré ce que nous avions manqué. Léo sourit poliment. Docteur Dubois, nous commettons tous des erreurs. La différence, c'est d'en tirer des leçons. L'affaire de la Croix avait fait la une des journaux nationaux. Un jeune génie sauve un milliardaire et dévoile un complot, titrait la presse pendant des semaines. Des universités ont offert des bourses d'études complètes, des émissions de télévision se sont disputées des interviews, et Léo est devenu le symbole que le génie n'a ni couleur, ni âge, ni classe sociale. Guillaume Delacroix, complètement rétabli, avait créé un fonds éducatif de 100 millions de dollars spécialement destiné aux jeunes invisibles comme Léo. Ces enfants brillants dont le potentiel était ignoré par des systèmes qui ne voyaient que des uniformes et non des esprits. Ce garçon m'a sauvé alors que les meilleurs médecins du pays avaient échoué, a déclaré Delacroix dans une interview. S'il y a un Léo sous-estimé quelque part, je veux le trouver. Hélène travaillait désormais comme coordinatrice du programme et non plus comme femme de ménage. Mon fils m'a appris que le savoir ne se perd pas. Il attend simplement le bon moment pour briller, a-t-elle déclaré fièrement lors de sa première interview télévisée. Éléonore Delacroix a été condamnée à 25 ans de prison pour tentative de meurtre. Pendant le procès, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ressentait d'avoir été démasquée par un adolescent, elle a répondu avec amertume. Je n'avais même pas remarqué son existence. Cette phrase est devenue virale, symbolisant la façon dont la société passe à côté de talents incroyables à cause des préjugés et de l'invisibilité sociale. Léo est resté humble tout au long de sa transformation. Dans ses interviews, il soulignait toujours qu'il avait appris en observant et non parce qu'il était spécial. N'importe qui peut développer ses compétences s'il a accès aux connaissances et à l'opportunité de les appliquer. Aujourd'hui, Léo étudie la médecine à Harvard à l'âge de 15 ans, mais il retourne régulièrement à l'hôpital où tout a commencé. Non pas en tant que fils invisible de la femme de ménage, mais en tant que consultant respecté qui continue de sauver des vies grâce à son observation aiguë et à ses connaissances appliquées. Le docteur Dubois, quant à lui, ne s'est jamais complètement remis de cette humiliation publique. Bien qu'il ait conservé son poste, il a perdu l'autorité morale dont il jouissait auparavant. Ses collègues lui rappelaient constamment le jour où un garçon noir de 14 ans lui avait enseigné la médecine. L'histoire de Léo prouve que le véritable génie n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Il attend simplement l'occasion propice pour transformer le monde. Parfois, ceux que la société forme à être invisibles sont précisément ceux qui voient ce que tous les autres ont manqué. La meilleure vengeance contre les préjugés n'est pas la colère, mais le succès que vos oppresseurs n'auraient jamais imaginé possible. Léo a transformé son invisibilité en super pouvoir, l'ignorance des autres en opportunité pour lui-même, et a prouvé que sous-estimer quelqu'un sur la base de son apparence peut être la plus grande erreur que vous puissiez commettre dans la vie. Si cette histoire de dépassement de soi vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui montrent comment la véritable justice se fait lorsque le talent trouve l'occasion de briller.